La télévision diffusait un vieux documentaire sur les baleines quand elle est entrée, le genre d'émission qui, selon ses propres dires, l'ennuyait à mourir. Mais j'avais laissé l'écran allumé délibérément. Le volume bas et les lumières tamisaient juste ce qu'il fallait pour qu'en arrivant par le couloir, elle ait l'impression que j'étais toujours là, affalé sur le canapé comme tous les mardis soirs. Elle a même appelé mon nom une première fois, puis une seconde, un peu plus fort, avec ce ton de faux agacement qu'elle utilisait toujours quand elle essayait de jouer la comédie de la normalité. Mais il n'y a eu aucune réponse. Seulement la voix du narrateur expliquant les cycles de migration et le bourdonnement lointain du lave-vaisselle que j'avais programmé en différé. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais tout autour d'elle avait été mis en scène, mon manteau qui pendait toujours à l'entrée avait disparu, mes chaussures ne couvraient plus le rack, et le mug dans lequel je buvais mon café chaque matin était propre, sec et déjà emballé dans un carton à l'autre bout de la ville. J'étais déjà parti. Elle s'est avancée plus loin dans l'appartement, s'attendant probablement à ce que je surgisse d'un coin avec une blague médiocre ou une remarque passif-agressive sur son énième retard, mais ce qui l'a accueilli à la place, c'est le silence de l'absence. Ce genre de silence qui vous frappe par vagues successives et non d'un seul coup. Lorsqu'elle a tourné l'angle pour entrer dans la cuisine, elle l'a vu, le mot, plié en deux, sans nom, sans formule de politesse, sans explication, juste une seule ligne écrite. De mon écriture tremblante et amère qui disait « Regarde dans la chambre en dernier ». Je peux imaginer son cœur rater un battement à cet instant précis. Peut-être a-t-elle pensé que j'avais découvert la vérité, peut-être a-t-elle même murmuré le nom de cet autre homme dans un moment de panique, mais il était déjà trop tard car j'avais déjà tout vu, les messages, la réservation d'hôtel, la photo qu'elle avait oublié de supprimer de son dossier masqué, celle où elle ne cherchait même pas à cacher son alliance. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas attendu qu'elle s'explique, je ne lui ai même pas laissé de message vocal, je l'ai simplement obligée à rentrer dans une tempête parfaitement silencieuse que j'avais préparée à la minute près. Et quand elle a enfin ouvert la porte de la chambre, quand elle a vu le placard à moitié vide, mon tiroir ouvert, le coffre-fort déverrouillé et la petite enveloppe contenant notre acte de mariage déchiqueté qui s'agitait encore sous le souffle du ventilateur de plafond. J'espère qu'elle a enfin compris que ce n'était pas une simple dispute mais le début de son effondrement total, et je n'avais même pas encore commencé à me venger. J'observais toute la scène depuis ma voiture, garée 2 rues plus loin. Moteur éteint, les vitres légèrement entr'ouvertes pour éviter la buée sur le pare-brise, avec une vue imprenable sur la fenêtre de notre chambre, ou plutôt de ce qui était notre chambre et qui n'était plus que la sienne. Et même à ce moment-là, malgré tout ce qu'elle m'avait fait, je me surprenais encore à dire « notre » dans ma tête. Elle n'a pas crié tout de suite, ce qui m'a surpris car Élodie était toujours théâtrale quand ça l'arrangeait, le genre de femme à claquer les portes des placards au lieu d'admettre qu'elle était en colère ou à soupirer bruyamment pour vous forcer à lui demander ce qui n'allait pas. Mais cette trahison que je lui servais, cette absence totale à laquelle elle ne s'attendait pas, l'a réduite au silence. Elle s'est figée sur le pas de la porte, la main encore sur la poignée, fixant le placard comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac, la moitié de mes vêtements envolés. Le coffre grand ouvert, notre photo de mariage posée face contre terre sur la table de nuit, pas brisée. Juste posée ainsi, comme un murmure de mépris. Je voulais qu'elle ressente cette piqûre silencieuse plus que n'importe quel éclat de voix. Puis le cri est venu, pas un cri de colère, non, celui-là était teinté de panique. Je me suis calé dans mon siège et j'ai fermé les yeux, ce son était exactement le même que celui qu'elle avait poussé des années auparavant quand elle pensait avoir perdu son passeport la veille de notre lune de miel, la seule autre fois où j'avais vu de la vraie peur sur son visage. Pas du regret, pas de la culpabilité, juste la peur de l'inconvénient personnel. Mais cette fois, c'était différent car pendant qu'elle fouillait l'appartement comme un raton laveur dans une décharge,
cherchant désespérément un signe ou une raison à ma disparition. J'avais déjà 6 coups d'avance. Avant de partir, j'avais légalement et proprement transféré tous les comptes à mon nom, le loyer était déjà réorienté, les contrats d'électricité et d'eau seraient coupés la semaine suivante, son assurance auto était résiliée et notre compte d'épargne commun avait été scindé à parts égales. Au centime près. Je n'avais pas été imprudent. J'avais été méticuleux, elle recevrait ce qui lui était légalement dû, mais pas un sou de plus. Mais le meilleur restait son téléphone, je savais qu'elle finirait par le regarder, c'était l'étape logique suivante pour voir si j'avais laissé un message, des indices, ou un texte pathétique du genre « il faut qu'on parle ». Mais non, je ne lui donnerai jamais cette satisfaction. À la place, je lui avais laissé quelque chose de bien pire, j'avais synchronisé son téléphone à une vieille tablette des mois auparavant, quand elle avait commencé à agir bizarrement, et elle ne l'avait jamais remarqué. J'avais tout vu, les messages de flirt, les photos nocturnes, les excuses tapées sans aucune honte, mais je n'avais jamais réagi ni cherché la confrontation. J'avais simplement pris des captures d'écran, des centaines, que j'avais téléchargées dans un dossier caché sur un drive bien organisé. Et là, juste 30 secondes avant qu'elle ne se mette à hurler dans la chambre, j'ai déclenché l'envoi d'un message à distance. Son téléphone a vibré, l'écran s'éclairant d'une notification « Tu devrais peut-être vérifier le lien avant que ton patron ne le fasse ». C'était tout. Pas de nom, pas de menace, pas de contexte, juste assez pour lui retourner l'estomac. Parce que son téléphone n'était pas en mode avion, il était encore lié à son ordinateur professionnel et au cloud de son entreprise, et au moment où elle a cliqué sur le lien, ce que je sais qu'elle a fait parce que j'ai reçu l'accusé de réception. Elle l'a vu, la photo d'elle est de ce type mystère dans les toilettes de l'entreprise, rien de moins, horodaté et étiqueté. Et juste en dessous, des brouillons de 43 emails adressés à la direction des ressources humaines, prêts à être envoyés. Pour être clair, je ne les ai pas envoyés, je ne cherche pas à détruire sa vie, je veux juste qu'elle vive dans l'angoisse permanente de ne pas savoir quand le prochain coup tombera. Il ne s'agissait pas seulement de partir, il s'agissait de lui faire vivre ce silence dans lequel elle m'avait laissé pendant des mois. Je suis resté dans cette voiture encore 2 heures, regardant la lumière de la chambre s'éteindre, puis se rallumer. Puis s'éteindre encore. Je l'ai vu ouvrir la fenêtre à un moment donné et se pencher comme si elle attendait quelqu'un, peut-être le gars de la photo. Peut-être moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste observé parce qu'on ne presse pas. Ce genre de vengeance, ce n'est pas une question de destruction, c'est une question de précision, et je ne faisais que commencer. C'était presque risible. La façon dont il a frappé à la porte quelques jours plus tard, pas fort, pas de manière agressive, juste 3 petits coups décontractés comme si nous étions deux vieux potes et qu'il passait me rendre un outil emprunté. Je n'ai pas répondu. Tout de suite, je voulais voir combien de temps il resterait là, à quel point il était sûr de lui. Je l'ai observé par le Judas, il a ajusté son col, vérifié son téléphone, frappé à nouveau. C'était lui, le type des photos, l'homme qui tournait autour de ma femme depuis des mois pendant que je pliais son linget. Lui préparait son thé préféré les soirs où elle prétendait avoir des réunions tardives. Il avait ce look de cadre supérieur suffisant, poli mais générique, le genre de commercial qui vous appelle, mon pote, et pense vous faire une faveur. En vous parlant. J'ai ouvert la porte lentement, juste assez pour qu'il voie mon visage, sans dire un mot. Il a souri comme si je devais le reconnaître, comme si je devais lui serrer la main. Salut, Julien, c'est ça? Je pense qu'on devrait discuter. Je l'ai dévisagé froidement, tu penses? Il a marqué une pause. Sentant que je n'allais pas être poli. Écoute, mec, je ne savais pas qu'elle était mariée, je ne savais pas pour toi, d'accord? J'ai ri au nez, un rire sec et amer. Tu ne savais pas?
Vous travaillez dans le même bureau, elle. Portait littéralement son alliance pendant les réunions. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a tenté une autre approche. Bon, d'accord. Peut-être que je savais. Mais ce n'était pas comme si. Écoute, Élodie m'a dit. Que c'était fini entre vous deux, elle disait que vous n'étiez plus que des colocataires. Des colocataires? J'ai failli perdre mon sang-froid à ce moment-là, pas à cause de ce qu'il disait, mais parce que c'était exactement le genre de choses qu'elle dirait pour justifier ses actes. Elle m'avait probablement dépeint comme un mari ennuyeux, émotionnellement indisponible. Toujours à la maison, toujours calme, toujours fatigué. Et peut-être que je l'étais, mais je n'avais jamais trompé, jamais menti, jamais manqué de respect. Il a changé de posture, mal à l'aise. Je ne suis pas là pour me battre. Honnêtement, je suis venu parce qu'elle perd les pédales, elle dit que tu essaies de ruiner sa vie. J'ai reculé d'un pas, laissant la porte s'ouvrir. Assez pour qu'il voie le salon vide derrière moi, sans meubles, juste des cartons, une lampe et le silence. Je voyais que ça le perturbait, il s'attendait à de la colère, peut-être à des cris, mais les hommes calmes sont trop blancs, surtout quand on leur a fait du tort. Elle n'a pas tort, ai-je dit calmement, je suis en train de ruiner quelque chose, mais pas sa vie. Je démantèle la version de moi qui a cru un jour à ses paroles. Il a cligné des yeux et j'ai vu la panique monter derrière sa posture parfaite, il s'attendait. Soit au pardon soit à la fureur, pas à cette apathie, pas à ce calcul froid. Il a regardé autour de lui nerveusement, puis je me suis penché vers lui en baissant la voix, dis-lui que je n'envoie pas encore les emails. Ça dépend d'elle. Sa mâchoire s'est crispée. Tu lui fais du chantage. Non, je lui accorde exactement la même grâce qu'elle m'a refusée, un délai de réflexion. Silencieux pour faire face à elle-même avant que tout le monde ne le fasse. Il a pris une inspiration tremblante et a hoché la tête. D'accord, je lui dirai. Bien, ai-je ajouté, et dis-lui aussi que le renouvellement du bail arrive dans 3 semaines. J'ai retiré mon nom, j'espère qu'elle pourra assumer le montant total toute seule. Puis j'ai refermé la porte, lentement, sans bruit, laissant ce silence parler plus fort que n'importe quelle porte claquée. Ou n'importe quel coup de poing. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas impuissant, je me sentais précis. Elle pensait que je serais le genre d'homme qui s'effondre, qui pleure, qui supplie ou qui explose, mais je ne faisais rien de tout cela, je coupais simplement les fils, un par un. Le premier appel est arrivé à 3h12 du matin. Il m'a réveillé en sursaut, non pas à cause de la sonnerie, mais à cause du nom sur l'écran, Élodie, maison, encore. Enregistré ainsi par habitude. Pendant une seconde, à moitié endormi, j'ai failli répondre comme si tout était normal, comme si elle appelait pour me demander de nourrir le chat ou de prendre du lait d'avoine en rentrant. Puis la réalité m'a frappé, nous n'avions plus de chat, elle ne m'avait laissé aucun foyer et je ne lui avais laissé que le silence. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé à 3h14, puis à 3h16. J'ai fixé le téléphone, non pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais qu'elle reste seule avec ce silence. Qu'elle sente le poids de ce qu'elle avait brisé sans aucun retour immédiat pour apaiser sa panique. Finalement, à 3h19, elle a laissé un message vocal. Sa voix tremblait, entre colère et essoufflement. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien, elle ne s'est pas excusée, elle est entrée directement dans le vif du sujet, quel que soit le jeu auquel tu joues, ça ne marchera pas. Tu es immature, Julien, menacer les gens avec des captures d'écran, c'est du harcèlement. J'ai écouté le message 2 fois, puis une 3e, et j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan, une voix d'homme étouffée. Lui. Je ne comprenais pas les mots, mais je reconnaissais le ton, pas réconfortant, pas solidaire, mais agacé et défensif. Ils se disputaient, et elle était en train de craquer.
Elle qui était d'habitude si posée, la reine des apparences calculées. Capable de sourire à un enterrement si nécessaire, avait la voix qui se brisait. À la fin du message. On peut discuter. S'il te plaît, rappelle-moi, ou envoie. Au moins un SMS. Je ne l'ai pas fait. Je me suis rendormi comme un bébé. Le lendemain matin, elle a tenté une nouvelle approche en m'envoyant un long mail. Frénétique déguisé en message calme. Elle commençait par « Je pense que nous devrions fixer des limites et apaiser la situation. » Apaiser la situation. Comme si c'était moi qui l'avais envenimée en osant réagir à sa liaison. Elle écrivait qu'elle avait peur de ce que je pourrais faire, que je gâchais des réputations en suggérant des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies et que son emploi était en jeu si j'interprétais mal des captures d'écran. Cette partie m'a fait rire parce qu'elle ne savait pas que j'avais aussi l'enregistrement vocal. Elle n'avait pas réalisé que son téléphone, lors d'un de leurs rendez-vous nocturnes, avait enregistré une séquence audio synchronisée automatiquement via sa montre connectée. Un fichier de 27 minutes où elle et ce cher Alexandre riait de la façon dont elle me gérait par le sexe et le silence, disant que j'étais trop passif pour jamais la quitter. Elle avait même dit, je cite, « Julien est confortable, c'est tout, il fait partie des meubles. » À ce stade. Des meubles. Je l'ai écouté 3 fois, pas parce que ça faisait mal, mais parce que je voulais savoir exactement quelle partie de moi elle avait effacé en premier. Il s'avérait que c'était tout mon être. Alors j'ai répondu par une seule ligne, « Tu ne m'as jamais vraiment vu, maintenant tu ne me verras pas venir. » Elle a répliqué en quelques minutes, « Julien, arrête. Ce n'est pas sain. » Elle avait raison, rien de tout cela n'était sain, mais rien n'était nouveau non plus. Ce qu'elle ressentait enfin, la confusion, la désorientation, la peur du lendemain était exactement ce dans quoi elle m'avait laissé me noyer pendant près d'1 an pendant qu'elle s'éclipsait petit à petit. Je ne voulais pas la détruire par une explosion ou une scène de ménage. Je voulais l'effondrement lent du contrôle, la même sensation que j'avais éprouvée chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux en jurant qu'il ne se passait rien alors que son téléphone s'illuminait de noms que je n'avais pas le droit de questionner. Maintenant, c'était elle qui partait en vrille, et moi. J'étais enfin serein. Je ne m'attendais pas au message suivant, il ne venait pas d'elle, ni de personne de sa famille proche, mais de sa sœur, Sophie. C'était un SMS tombé de nulle part, comme une étincelle dans de l'herbe sèche. Nous n'avions jamais été très proches, Sophie et moi, elle était plus jeune qu'Élodie de quelques années, vivait en Bretagne et ne venait que pour les grandes fêtes ou un brunch occasionnel. Élodie la décrivait toujours comme l'émotive de la famille, celle qui racontait trop sa vie, mais je pensais juste qu'elle était normale et qu'Élodie n'aimait pas les miroirs. Le message était simple, sans fioriture, elle m'a tout raconté. Je veux juste que tu saches que je ne cautionne rien de tout ça. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Au début, j'ai cru à un piège, comme si Élodie l'avait envoyé pour me faire baisser ma garde, mais Sophie n'a pas insisté, elle n'a pas posé de questions ni demandé de détails. J'ai ignoré le message pendant 2 jours, mais ça me travaillait, ce ton de culpabilité ne ressemblait pas à quelqu'un qui couvrait sa sœur, mais à quelqu'un de honteux qui avait vu des choses que j'ignorais. J'ai fini par répondre, j'apprécie. Je ne cherche pas à briser ça. Vie, je veux juste en finir avec tout ça. Sophie a répondu immédiatement. C'est elle qui la brise toute seule. Toi, tu viens enfin de sortir du brasier. Cette phrase m'est restée. Nous avons commencé à discuter, pas beaucoup au début, juste quelques échanges. Elle n'a jamais défendu Élodie, au contraire. Elle semblait plus en colère que moi. Elle m'a révélé qu'Élodie avait un passif que j'ignorais totalement, apparemment, à la fac, elle avait trompé son petit ami de l'époque avec un professeur. Sophie l'avait découverte et avait menacé de parler, mais Élodie l'avait manipulée pour la faire taire, racontant à leurs parents que Sophie était jalouse et obsédée par le contrôle.
Sophie m'a dit qu'elle ne s'était jamais pardonné son silence. Elle est manipulatrice. A-t-elle écrit, elle enveloppe les gens dans sa propre onde jusqu'à ce qu'ils croient que c'est la leur. J'ai relu cette phrase 5 fois car c'était exactement mon ressenti depuis des mois, j'avais l'impression de faire quelque chose de mal chaque fois que je remarquais que quelque chose clochait, comme si ma douleur était un fardeau ou un inconvénient. Sophie m'a même proposé de m'envoyer des captures d'écran, de vieux messages, des choses qu'Élodie disait sur moi dans mon dos, mais j'ai refusé car je n'avais pas besoin de lire qu'elle me trouvait ennuyeux ou trop prévisible. J'avais déjà lu tout cela entre les lignes chaque soir où elle se détournait de moi dans le lit. Puis Sophie a dit quelque chose qui m'a fait tressaillir, elle a peur, Julien. Elle raconte à tout le monde que tu perds la tête, que tu es instable, que tu pourrais débarquer à son travail. Je pensais que tu devais le savoir. Et là, j'ai senti mon estomac se nouer, Élodie n'était pas juste acculée, elle était en train de construire une version des faits où elle était la victime, réécrivant le récit avant que la vérité ne fasse surface. Si assez de gens l'entendaient, elle finirait par y croire elle-même. J'ai remercié Sophie en lui assurant que je ne ferais rien de téméraire. Ce n'était pas mon plan de hurler devant ses collègues ou d'étaler ma vie sur Internet, mais je n'en avais pas fini pour autant. Elle voulait faire croire que j'étais instable? Très bien, qu'elle continue de deviner mon prochain coup, qu'elle reste dans ce silence que j'avais habité si longtemps, tournant en rond dans l'appartement en se demandant avec qui d'autre j'avais parlé. Car je n'étais plus seulement en train de m'en aller. J'étais en train de reprendre possession de mon identité qu'elle avait tenté d'effacer, et je commençais à rassembler ceux qui connaissaient la vérité. C'est arrivé par accident, ou peut-être pas, peut-être que sa meilleure amie en avait simplement marre d'être traînée dans ses mensonges, mais un message vocal de 22 secondes a fini de briser les dernières illusions d'Élodie sans qu'elle ne s'en rende compte. Son amie s'appelait Camille, le genre de meilleure amie qu'elle connaissait depuis le lycée, bruyante, loyale et toujours au courant de tout. Élodie l'appelait son coffre-fort, se vantant que Camille n'avait jamais trahi un secret, même ivre morte à son enterrement de vie de jeune fille. Je pensais qu'elles étaient liées à la vie et à la mort, mais parfois, ceux qui vous protègent le plus sont aussi les premiers à se lasser de vos jeux. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, tu n'as probablement pas envie de m'entendre, mais je n'ai pas signé pour couvrir autant de conneries. Elle craque et je ne veux pas que mon nom soit associé à ce qui va suivre. Un fichier audio était joint. J'ai hésité, craignant un piège, mais la curiosité a gagné. C'était la voix de Camille, tremblante et précipitée, avec un bruit de fond de voiture, tu dois arrêter de mentir sur Julien. Dire aux gens qu'ils te harcèlent? Tu es folle? Tu m'as demandé de te couvrir chaque fois que tu filais en douce, j'ai menti pour toi et maintenant tu veux le faire passer pour le dangereux? Non, j'arrête. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Je suis resté immobile, le téléphone vibrant dans ma main, frappé à la fois par le soulagement et la rage. Enfin, quelqu'un d'autre le disait, quelqu'un de son côté, quelqu'un en qui elle avait confiance. Ce n'était plus moi hurlant dans le vide, quelqu'un d'autre voyait la mise en scène et la destruction lente de ma réputation qu'elle orchestrait en coulisses. Élodie racontait à tout le monde que j'étais instable, que je lui envoyais des menaces, alors que Camille savait très bien qu'elle lui demandait de lui servir d'alibi pendant qu'elle était avec l'autre. Elle répondait au téléphone quand Élodie disait « Dis-lui que je suis avec toi ce soir s'il demande ». Elle supprimait les commentaires sur les réseaux sociaux quand les gens posaient des questions sur notre mariage. Elle l'avait couverte encore et encore, mais c'était fini. Je n'ai pas répondu à Camille, je n'en avais pas besoin, le message vocal disait tout, mais je l'ai sauvegardé dans 3 endroits différents. Si Élodie voulait continuer à me faire passer pour un fou, je montrerais au monde à quel point j'avais été lucide pendant qu'elle brûlait tout derrière mon dos. Son cercle commençait à se fissurer, les gens
S'éloigner discrètement, ses likes sur Instagram chutaient et ses posts. Devenez passif-agressif, entourez-vous de gens qui ne vous tournent pas. Le dos quand les choses deviennent compliquées, écrivait-elle sous une photo. De son verre de vin. Amusant, car ce même verre de vin figurait sur l'une des photos qu'elle avait envoyées à son amant. J'avais désormais des options, non. Pas pour la détruire, ce serait trop facile, mais pour la regarder perdre pied, lentement, voyant ses soutiens s'évaporer et le doute remplacer la certitude. Elle disait au monde qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais parti, bientôt le monde comprendrait pourquoi je n'étais jamais revenu. 2. Toutes les personnes qu'elle aurait pu contacter, mon frère était le pire choix possible, et pourtant elle a cru qu'il serait sa porte d'entrée, son levier pour réécrire l'histoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que Thomas observait tout depuis le début et qu'il n'avait jamais été dupe. Il m'a envoyé une capture d'écran de son message avec pour objet « Je crois qu'on doit parler de Julien. Mon frère déteste les drames, c'est un professeur de lycée tranquille qui porte la même montre depuis 10 ans et lit des polars dans son bain, mais il ne supporte pas qu'on lui mente en pleine face. » Son message à elle débordait d'une fausse inquiétude, disant qu'elle craignait que je me sois isolé et que j'essaie de saboter son travail, prétendant même que j'avais des antécédents d'instabilité émotionnelle. Elle me faisait passer pour un animal blessé. La réponse de Thomas a été brutale et chirurgicale. « Élodie, ne me recontactez plus. Il ne perd pas la tête, il s'en remet. Tu l'as entendu, il est parti. Laisse-le. Si tu as peur, ce n'est pas parce qu'il est instable, c'est parce que tu t'es fait prendre. » Elle n'a pas répondu, mais je sais qu'elle a lu le message dans les 2 minutes. J'imagine ses mains tremblantes en réalisant que son contrôle lui échappait totalement. Ce week-end-là, Thomas m'a avoué qu'elle avait commencé à semer des graines de doute sur notre couple lors d'un barbecue familial des mois auparavant, bien avant que j'apprenne la vérité, insinuant que je n'étais plus vraiment présent. Elle préparait déjà le terrain pour sa propre version des faits. Mais la vérité la rattrapait. Thomas a ajouté quelque chose qui m'a glacé. Le sang, elle n'a pas demandé une seule fois si tu allais bien, elle voulait juste savoir ce que tu racontais, c'est tout ce qui lui importait. C'est là que j'ai su qu'elle ne m'avait pas appelé à 3 heures du matin par regret ou par manque, mais par pure peur de la vérité et de perdre la face. Elle était terrifiée parce que je ne réagissais pas comme prévu, je ne la poursuivais pas, je ne discutais pas, je ne menaçais pas, j'étais juste silencieux, et le silence terrifie les menteurs car il ne leur offre aucune prise pour déformer l'histoire. Elle pensait gagner du temps ou de la pitié en contactant mon frère. Elle n'a fait que me donner une preuve supplémentaire de sa déchéance. La dernière fois que j'ai vu Élodie, elle ne s'est même pas rendue compte que c'était la fin. Elle faisait la queue dans un café, pianotant nerveusement sur son téléphone, vêtue de ce grand pull beige qu'elle prétendait être à nous parce que je le lui avais offert à Noël où elle avait pleuré devant mes parents, accusant le froid. Elle ne m'a pas vu, j'étais derrière un pilier, l'observant à travers le reflet de la vitrine. Je suis resté là un instant, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je réalisais qu'elle ne me manquait pas du tout. Je ne ressentais ni rage ni chagrin, juste un calme profond que je n'avais pas connu depuis longtemps. Tout était fini. Les choses avaient bougé, elle avait toujours son poste mais l'ambiance au bureau était devenue irrespirable. Les rumeurs circulaient, les chuchotements dans la salle de pause, les regards en biais en réunion. Je n'avais pas eu à lever le petit doigt, la vérité suivait son propre cours. Camille ne lui parlait plus, Sophie l'avait bloqué, et tous nos amis communs s'étaient emmurés dans le silence, par culpabilité ou par honte. Moi, j'étais libre. J'avais emménagé dans mon nouvel appartement, rien d'extraordinaire mais c'était le mien. J'avais peint les murs avec des couleurs chaleureuses, je recommençais à dormir les fenêtres entr'ouvertes, je cuisinais pour moi seul et j'aimais ça. J'avais acheté un vieux piano d'occasion sur le
Bon coin et je me surprenais à en jouer chaque soir, même mal, pour remplir l'espace. J'avais repris contact avec de vieux amis, je passais du temps avec mon neveu, je relisais de vrais livres. J'ai arrêté de surveiller ses réseaux sociaux, j'ai cessé d'attendre la prochaine vague de chaos, j'ai cessé d'avoir besoin de gagner. Parce qu'à un moment donné, la vengeance a cessé d'être l'objectif, laissant place à la paix. Le dernier message qu'elle m'a envoyé il y a des semaines était un long mail plein d'apitoiements sur elle-même, un tissu d'excuses et de si seulement emballé dans une grâce artificielle. Elle ne demandait pas vraiment pardon, elle voulait juste savoir pourquoi je ne m'étais pas battu pour elle, pourquoi je n'avais pas crié, pourquoi je n'avais pas craqué. Je n'ai jamais répondu. La chose la plus puissante que je pouvais lui offrir, c'était mon silence, cet espace où sa propre voix lui revient en écho. Sans que la mienne ne vienne l'interrompre, là où elle doit vivre avec ses choix. Et se demander ce que je pense ou ce que je suis devenu. Et la vérité est que je suis devenu meilleur. Je crois toujours en l'amour et en l'engagement, mais je ne crois plus qu'il faille donner ces choses à des gens qui vous traitent comme un simple figurant dans leur vie. Aujourd'hui, quand on me demande ce qui s'est passé, je ne raconte pas toute l'histoire, je souris simplement et je dis, la vie m'a appris avec qui j'étais vraiment marié. Je ne porte plus ce poids, je l'ai laissé derrière moi, tout comme j'ai laissé l'appartement, l'alliance, le verre de vin vide et chaque excuse qu'elle m'a jamais donnée, et je me suis avancé vers une vie qui me ressemble enfin.